Allez, c'est la deuxième partie d'Y'a plus qu'à. Voilà, je suis qu'avec des filles. Voilà, je suis très content. Moi, ça va. Je vais me permettre de saluer Martine Guignard. Bonsoir. Bonsoir. On va parler avec vous de la grande tétée. Voilà, oui. Dans un instant, et plus généralement de l'allaitement et de comment ça peut se passer. Anne-Marie Lequément, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes animatrice à la MJC Roncerais. On va parler avec vous d'effervescence. Voilà, on va parler de science. Ça a lieu tout le mois d'octobre dans les quartiers sud. Entre autres, voilà, c'est effervescence. Et puis Chloé qui revient. Ça va, Chloé? C'est la première de l'année. C'est la première de l'année. Voilà, ça va bien. Les vacances se sont bien passées. C'est très loin maintenant. Oui, c'est loin les vacances. Même pour moi, c'est quand même loin. On fait quoi tout à l'heure, Chloé? On fait des fleurs. On fait des fleurs. C'est joli, des fleurs. C'est chouette, ça. Bon, on commence avec Anne-Marie, si vous le voulez bien. Eh bien, ça va bien, Anne-Marie? Absolument. Bon, alors, 19e rendez-vous déjà pour Effervescence. Donc, c'est une manifestation qui s'inscrit dans le temps quand même. Absolument, et on y tient justement que ce soit... Même si le travail n'est jamais fini, en fait, la vulgarisation scientifique, puisque c'est le propos d'Effervescence, c'est au fil du temps que ça se construit. Donc, 19 ans, oui, voilà. Alors, c'est quoi l'objectif, justement, cette manifestation, si on peut développer un petit peu? Consacré pendant tout un mois d'octobre, au moment de la fête de la science, parce que c'est quand même cette période-ci, un moment de réflexion, mais d'une manière attractive, ludique et de vulgarisation scientifique autour d'une thématique. Donc, au fil des années, ça a été très divers. Cette année, on est sur la géologie. Voilà, on parle de la Terre, du sol. Voilà, exactement. L'idée, c'est que vous souhaitez sensibiliser le jeune public aux sciences aussi. C'est pas que, on va le voir tout à l'heure, mais quand même, les jeunes, vous essayez de les... Voilà, le jeune et science, que ça rime, quoi. Ce qui n'est pas le cas forcément d'emblée. C'est vrai que c'est pas forcément toujours très facile. Enfin, on a eu des thématiques comme les mathématiques, par exemple, donc c'est vrai que c'était pas si simple que ça. Ça les attire pas forcément au départ, ça n'attire pas, mais notre objectif, justement, c'est de le faire. C'est qu'on se préoccupe, qu'on devienne curieux, parce qu'on n'est pas forcément des scientifiques, les uns et les autres, qui organisons cette opération, mais on veut rendre les gens curieux et surtout de se dire, peut-être qu'on peut quand même s'y intéresser, trouver des manières pour qu'on s'en préoccupe, et puis qu'après, on retrouve des spécialistes qui complètent un petit peu l'intérêt qu'on a pu avoir à un moment donné. Alors, pour rendre les choses attractives, ludiques, vous faites des animations, vous proposez aussi qu'on touche, quoi. C'est-à-dire que c'est de la science, ça se fait pas en lisant des trucs, quoi. C'est pas que l'ivresse qu'il faut faire. Il faut pratiquer, il faut se mettre en situation d'essayer. Alors après, on réussit, on ne réussit pas. Mais c'est aussi cette démonstration-là qui fait qu'on avance et qu'on commence à se préoccuper et d'aller chercher éventuellement des réponses. Non, c'est avant tout ça, c'est de travailler avec le jeu. Alors c'est vrai qu'on a une direction des enfants, mais c'est aussi pour les familles, c'est-à-dire qu'on est vraiment multidisciplinaire, parce qu'on est quand même plus d'une dizaine de collègues à travailler sur cette thématique de la géologie, donc forcément on a des entrées diverses. Oui, des scientifiques, donc qui ne sont pas du tout... Exactement, des associations, des structures municipales, enfin c'est ce qui fait l'intérêt aussi. C'est vraiment une mise en réseau autour d'un thème. Et on se triture les méninges pour trouver un peu des entrées pour que, en plus, le public soit curieux, c'est-à-dire qu'il vient éventuellement, la MJC Roncerais pour ce qui nous concerne, mais après ils vont rebondir, aller à la Maison Jean Moulin par exemple, ou alors aux maisons de quartier, de façon à compléter un petit peu leur rapport et d'avoir une approche complète du sujet. Voilà, même dans l'approche, on est un peu dans l'approche scientifique, là. Les gens ils vont observer des choses, ils vont... Voilà, essayer de réfléchir, mettre des hypothèses. Aller sur site pour vérifier des choses. Enfin, je sais que nous, cette année, on travaille sur le tuffeau. On va aller faire des sorties dans des carrières de tuffeau avec Omois. On va aller à la mine bleue avec tous les collègues à Angers pour voir justement comment c'est des ardoises. Voilà. Donc, c'est un petit peu tout ça. C'est aussi des ateliers de rencontres. Voilà, et on essaie. Les petits débrouillards qui ont une spécialité de faire, mais tout au long de l'année, vont continuer à... Par les rencontres, on peut rencontrer des scientifiques quand même. C'est une manière d'approcher quand même les choses. Peut-être de démystifier un peu des choses, quoi. Oui, aussi, parce que, et puis les scientifiques qu'on en a, c'est déjà aussi toutes les personnes de la faculté des sciences, puisque c'est un petit peu nos correspondants scientifiques quand même sur l'opération, et ils sont à même de nous dire que, par exemple, le menhir de la cathédrale, comment il est arrivé là? Qu'est-ce que c'est que cette pierre que tout le monde connaît d'une manière patrimoniale, mais on ne sait pas trop comment elle est venue. Donc c'est aussi ça. Donc les scientifiques vont nous amener à découvrir un petit peu dans le local ce qu'on côtoie, mais qu'on n'a pas l'occasion de regarder de plus près. Et les jeunes, ils ont quelle approche du scientifique, justement, avant de les découvrir en vrai? Est-ce qu'ils ont une... Ça dépend parce qu'en plus, quand ils y viennent, quelquefois c'est avec les scolaires, c'est en titre de scolaire, donc les professeurs ont quelquefois et bien souvent préparé le terrain, donc ça complète ce qui a pu être vu d'une manière peut-être plus livresque à l'école, et donc c'est de voir en vrai ce qu'on a pu apprendre, c'est-à-dire que, par exemple, sur les collègues de Jean Moulin, avec du sable et des pierres, vont faire du matériau, vont faire du pisé, vont faire donc ce qu'on a pu lire, et ben on le fait.
Voilà. Donc c'est aussi comme ça qu'on apprend. Et ouais, ça c'est vraiment intéressant. On pratique encore une fois des débats aussi. Hein, oui. Ça c'est important aussi parce que il faut pas faire que simplement le ludique. Il faut aussi qu'il y ait des vrais apports. Donc on a 3 conférences qui sont prévues au titre du collectif. Une ce soir à Jean Moulin. Demain ce sera au Musée Vert sur Haroun Tazieff puisque travaille sur les volcans. Donc c'est l'exposition de l'année. Et puis nous on en aura une la semaine prochaine aussi avec les géologues de la fac sur justement notre histoire de menhir ou comment sont faites les toitures. Pour que les gens retrouvent, on va mettre le site internet comme ça. Voilà, si vous n'avez pas suivi les dates, sur le site internet de la ville du Mans, en l'occurrence, on retrouve toutes les dates, ou sur ce petit fascicule qu'on trouve partout. Il y a un rallye de la science aussi, ça c'est pour le côté ludique, là, toute la journée on part en vadrouille sur la science. Exactement, et c'est le rallye, comme tout rallye, est itinérant, c'est-à-dire qu'on va de lieu en lieu sur les quartiers sud, depuis la maison Jean Moulin, les maisons de quartier, le centre social, la MJC, les médiathèques. Donc on va de poste en poste, et puis on fait une épreuve qui peut être aussi bien de faire quelque chose que d'avoir une recherche bibliographique, par exemple, ou voilà, donc c'est une journée très ludique, c'est pendant les vacances de la Toussaint, donc on a le temps, on emmène son pique-nique, et puis on s'inscrit, et puis voilà. Voilà, il y a évidemment beaucoup de scolaires qui vont venir, évidemment qui participent, mais c'est ouvert à tous. Je parlais des enfants tout à l'heure, mais voilà, les plus grands peuvent venir avec les enfants ou sans, pour justement se baigner un peu dans la science, et puis c'est très abordable. Hein. L'idée, il faut que on découvre. Voilà, c'est vraiment de l'initiation et de le donner envie. Parce que moi, le pisé, je savais pas ce que c'était. Vous pouvez me dire ce que c'est en 2 mots? Alors, le pisé, c'est en fait de la terre qui est compressée. Ça peut être aussi avec du sable, et on fait des maisons, en fait, tout simplement. Donc, on les trouve, par exemple, en bord de Bretagne, on les trouve aussi au Maroc, enfin, dans les pays du Sud. Donc, voilà, c'est vraiment de la matière première locale. Donc, quand ça commence à s'écrouler avec la pluie, on refait des briques, on refait, voilà. Bon, ben voilà, on aura appris quelque chose. Il n'y a plus qu'à, et pour en apprendre plein d'autres. Voilà, tout le mois d'octobre, des animations. Effervescience. Merci Anne-Marie d'être venue nous présenter cette belle manifestation. Nous, on va faire des belles choses aussi. On va décorer avec Chloé. On y va. On va créer, on me dit, oui, je sais, je me suis pas trompé, mais on crée de la décoration. Voilà. Oui, donc c'est pour décorer, donc voilà. J'ai raison. Et puis, pour entamer l'automne, je me suis dit, on va garder les fleurs dans notre intérieur. Alors, il y en a qui n'ont pas la main verte, il y en a qui aiment bien mettre des fleurs un peu partout, dans des vases, en hauteur, dans les cheveux. Bon, c'est vrai que les fleurs, on en voit partout, c'est un motif qui est quand même assez à la mode, et donc voilà, mon idée c'était de vous montrer qu'on pouvait faire des fleurs en papier crépon qui ne ressemblent pas vraiment à ce qu'on faisait à l'école maternelle. On va faire les fleurs. Voilà, on fait les fleurs. Voilà. Donc au moins il n'y a plus besoin de les arroser, on choisit sa couleur, ça garde. Vous voulez que moi je fasse ça? Oui, c'est très 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 simple. D'accord, je vous écoute. C'est très simple, on prend du papier crépon, d'accord, on l'enroule, on le découpe, on l'accroche avec un fil de fer comme ça, et on écarte les feuilles. D'accord. Et hop, ça fait une fleur. Fil de fer. D'accord. Et après, la fleur, là, vous l'avez pas faite. Ah, voilà. D'accord. Et après, non, je coupe plus comme ça. Voilà, là. vous prenez du papier crépon, vous l'enroulez, vous coupez, vous écartez, et voilà, c'est bon. Après, vous mettez sur un petit fil de fer, vous enroulez du papier vert pour faire le végétal après, et ça donne ça. Alors déjà, vous me faites des variantes, parce que là, c'est pas les mêmes. Donc, et en fait, en fonction de comment si on coupe, vous coupez en diagonale, en arrondi, avec des ciseaux cranteurs, en fait, il suffit juste de jouer sur la coupe du papier crépon, et vous pouvez faire tout type de fleurs, des roses, des œillets, un peu toutes les fleurs. Bon. Ça vous plaît, ça, Anne-Marie? Pourquoi pas? C'est vrai que ça change un peu, ça me rappelle un peu la maternelle, c'est vrai. Exactement. Ça rappelle l'enfance. Voilà. Alors après, vous n'êtes pas obligé de prendre du vert anis et du rose Barbie. Voilà, vous pouvez voilà, il y a des couleurs avoir des. Alors moi, je conseille généralement de rester dans un camailleux pour justement éviter le côté un peu kermesse, un peu Noël. On n'y est pas encore. Et puis de jouer plutôt quelque chose d'un peu romantique avec des beiges, des blancs et voilà. Donc après, vous faites un petit soliflore. Donc ça, c'est juste une bouteille de lait avec un peu de bombes. Vous savez que j'aime bien les peintures en bombes, même si c'est pas très écolo pour le coup. Et puis voilà, vous faites un petit soliflore, vous mettez vos fleurs dedans, et voilà, vous avez votre petit bouquet pour décorer la table, pour mettre sur un bahut, etc. C'est pratique, et surtout, c'est zéro entretien. Voilà, puis ça fane pas. Voilà. Et voilà, ça ne fane pas. On les arrose pas, par contre. Et on trouve plein de modèles. Voilà. Le papier crépon, ça vous marche évitez pas. de leur faire prendre l'eau. C'est très facile. C'est mort. Et puis c'est très à la mode. Maintenant, on fait même des grandes fleurs, même pour les mariages, on développe les bouquets de mariés en grosses fleurs en papier crépon, comme vous voyez à l'écran. Voilà, c'est rigolo, on peut jouer avec. Voilà, c'est exactement la même chose en
un peu plus grands. Atelier 1, vous commencez par les petites, et puis Voilà, atelier 2, vous faites les grosses Bon, fleurs. on se prend vite au jeu en fait. Hein. D'accord. Voilà. Bon, bah écoutez, envoyez-nous vos photos de fleurs si vous les faites sur la page Facebook de l'émission. Voilà. On pourra voir vos créations, on pourra découvrir si vous avez fait de jolies fleurs. Merci Chloé, c'est terminé? C'est terminé. C'est terminé, voilà, on a parlé fleurs. On passe à d'autres sujets, voilà, on va parler d'allaitement tout de suite et de la grande tétée. On y va. C'est avec vous, Martine, qu'on va en parler. Oui. Alors, vous travaillez, vous êtes consultante en lactation à l'hôpital du Mans. Voilà, c'est comme ça qu'on vous définit, c'est ça? Presque. Presque, je me suis raté. Dites-moi, alors corrigez. Donc, je suis sage-femme et titulaire d'un diplôme universitaire de lactation humaine. Parce que consultante en lactation, c'est une autre formation qui est certifiée IBCLC. Donc, d'accord, vous n'avez pas le droit de le... D'accord. Bon, on peut j'ai pas le droit de porter cette On peut parler d'allaitement avec appellation. vous. En tout cas, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose que vous maîtrisez parfaitement. Oui. Est-ce qu'on peut juste repartir de l'idée de cette manifestation qu'est la grande tétée? Alors, la grande tétée, c'est organisé normalement par des mères pour regrouper des mères allaitantes. Donc voilà, c'est Gabrielle Maillard qui organise normalement la grande tétée. Voilà, au Mans, parce que c'est une opération nationale, voilà, et puis ça se passe dans plein de villes. Au Mans, c'est le 13 octobre à 11h, voilà. C'est à l'hôpital, c'est ça, c'est à l'hôpital parce qu'on a regroupé un petit peu nos efforts. Nous, à l'hôpital, ça fait quelques années qu'on travaille sur la Semaine mondiale de l'allaitement. La grande tétée, en fin de compte, inaugure la Semaine mondiale de l'allaitement. Et donc, on a regroupé nos efforts et on a centralisé. On démarre avec la photo de la grande tétée. Et puis après, il y aura la des photo de la grande tétée, voilà, c'est le petit clin d'œil avec toutes les femmes qui allaitent au même moment. Voilà, c'est le clin d'œil. Voilà. Alors, cette année, on va, en accord avec Gabrielle, on va demander aux papas et aux frères et sœurs de venir participer à la photo s'ils le souhaitent. Ça, c'est très bien. C'est une bonne chose. D'accord, les papas. On en parlera un peu tout à l'heure. Justement, j'ai cru comprendre, moi, qu'il y avait besoin, justement, d'en parler parce que c'était pas forcément facile pour une femme d'allaiter aujourd'hui. Alors moi, je suis un peu surpris. Pourquoi ça serait un peu compliqué? Eh bien, il y a un exemple concret récent d'une maman qui a été rejetée d'un magasin parce qu'elle avait osé mettre son bébé au sein à l'intérieur du magasin. Voilà, c'est pas encore démocratisé de voir une femme allaiter dans la rue. Pourtant, c'est un geste naturel. À la base, on allaite son enfant. Les images pieuses même montrent des mères allaitantes. Donc voilà. Donc là, oui, il y a un rejet parfois de gens qui sont choqués, on va dire, on peut Oui. donner guillemets, par ce côté allaitement, si c'est fait, on va dire, voilà, dans un lieu éventuellement visible un peu du public, quoi. C'est ça qui dérange. Oui, bon, après, on peut allaiter en discrétion, quoi. Voilà. Ensuite, oui, parce qu'il y a des choses qui sont très bien faites maintenant, des soutiens-gorge qui s'ouvrent, des choses comme ça. Enfin, on peut quand même le faire de manière relativement discrète, mais voilà, il y a quand même une difficulté, il faut faire passer le message, quoi. Oui, tout à fait. Bon. Est-ce qu'on peut parler à l'inverse des avantages de l'allaitement pour la maman, pour l'enfant? Si tant est qu'il y en a, mais j'imagine si vous nous le promotionnez comme ça. Alors, pour l'enfant, bah forcément, il y a le relationnel avec sa maman, le contact proche, mais il y a aussi tous les avantages au niveau nutritionnel, aliments complètement adaptés à l'enfant, l'immunologie de la maman qui est transmise par le lait, un aliment qui va s'auto-adapter en fonction de l'âge de l'enfant, de la durée de l'allaitement. Il y a aussi une autogestion de l'appétit de l'enfant par le lait maternel qui n'existe pas avec le lait artificiel puisque c'est lui qui règle le débit un petit peu de sa tétée. Et puis dans le lait maternel, il y a un élément qui peut gérer l'appétit de l'enfant. Alors, c'est peut-être le moment, je pense, s'il y a des femmes qui sont, qui vont accoucher, qui ont un peu peur, parce que certaines femmes ont peur aussi d'aller vers l'allaitement, c'est pas forcément évident. Non, sinon c'est un moyen de rencontrer les mamans, justement, pour échanger avec elles. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, l'allaitement, ça se passe pas toujours de façon finalement tout à fait naturelle. Il peut y avoir des incidents, il peut y avoir aussi des difficultés pour... Lorsque l'on a un bébé prématuré, par exemple, ça veut dire allaiter avec un tire-lait en attendant que l'enfant puisse aborder le sein de sa maman. Ça peut être aussi un enfant qui a une fatigue au niveau de l'accouchement et qui ne peut pas aller au sein tout de suite. Ça peut être aussi des crevasses dues à une mauvaise adaptation, une mauvaise position. Est-ce que ça, c'est une crainte des femmes, justement, d'avoir les seins
énormément. Énormément. Ça reste pas forcément, c'est-à-dire que même s'il y a une crevasse au Ça moment, n'arrive ça pas peut se forcément. cicatriser, ça peut... Et donc 90% du temps, en fait, c'est la position de la mise au sein qui engendre la crevasse. La succion de l'enfant est très spécifique. Et comme on n'a plus ce geste, tout à fait. C'est simplement ça tout qu'il faut dire, je pense. Il faut être conseillé, préparé un petit peu. Voilà, la position, etc. Oui. Vous en parlez tout à l'heure, j'y reviens. La place du papa dans tout ça, parce qu'évidemment c'est très fusionnel, cette relation mère-enfant. Comment le papa s'investit là-dedans? Alors le papa, il a tout à fait sa place. En fait, eh bien moi, lorsque j'ai fait le DU, j'ai fait un mémoire sur la place du père dans la durabilité de l'allaitement. Et en fait, il ressort que si le papa n'est pas bien avec l'allaitement, que ce soit pour une raison X ou Y, ne supporte pas que sa femme expose sa poitrine, se sent rejeté sur le fait de ne pas pouvoir donner le biberon à son enfant, automatiquement l'allaitement va pas perdurer sur la durée. Alors qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil alors pour que ça se passe bien justement? L'allaitement ne met pas en rejet le papa, quoi qu'on dise. Bien au contraire, le papa peut s'y impliquer. Il y a aussi la possibilité d'avoir une relation avec son bébé autre que par l'alimentaire. Donner un biberon n'est pas un geste d'amour. Donner par contre un corps à corps avec son bébé. Est-ce que le papa peut donner le biberon quand même? Oui. Parce que moi je l'ai donné le biberon, je trouve quand même ça sympa de pouvoir le faire de temps en temps. Ça peut soulager la maman en tirant le lait, tout à fait. J'ai fait ça. Ça peut quand même soulager la maman sur une tétée. Et il y a quand même une certaine relation qui se crée avec l'enfant et le papa quand même. Mais on peut tout faire avec l'allaitement. Il y a même des mamans qui n'allaitent qu'avec un tire-lait. C'est-à-dire que hormis les mamans qui sont obligées de le faire avec les bébés prématurés, certaines mamans qui sont convaincues des bienfaits du lait maternel, mais ne souhaitent pas justement ce contact avec l'enfant et leur sein, peuvent allaiter avec le tire-lait. D'ailleurs, c'est une thématique au niveau des ateliers qu'il va y avoir. Oui, on va terminer là-dessus, en effet, sur les animations des ateliers qui sont présents. Sur ce qu'on appelle le tir-allaitement, qui est tout à fait une pratique aujourd'hui relativement courante. Donc des animations, des conférences, des ateliers massage du bébé, le portage aussi, une conférence sur l'allaitement et l'ostéopathie. Bref, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que si vous avez des doutes, des questions, vous allez là-bas. Tout à fait. Comme ça, on pourra y répondre, parce que voilà, s'il y a des inquiétudes, si ça se passe pas bien, au moins là-bas, vous aurez soit les professionnels avec qui échanger, soit justement les mamans, puisque c'est bien l'idée de regrouper les mamans, c'est elles qui parlent. Oui, parce que c'est l'expérience aussi des autres mamans qui rassurent les mamans. C'est d'ailleurs l'action au niveau des réunions de la Lecce League, c'est des regroupements de mamans qui peuvent s'entraider lorsqu'elles ont des questions, des soucis. Voilà, merci beaucoup de cette belle initiative. Merci le 13 octobre à 11h, ça sera à l'hôpital. C'est à quel endroit exactement l'hôpital? Alors dans le hall de la maternité. Dans le hall de la maternité, pour cette grande tétée. Voilà, merci mesdames d'être venues nous présenter tout ça. On parle dans un instant d'un expo concert DJ. Voilà, c'est complet, c'est à la Sirène et au Délirium. Et puis il n'y a plus qu'à rêver. Mathieu Chénaud va nous faire une nouvelle expérience. Et puis notre nouvelle chronique, il n'y a plus qu'à réseauter. Vous restez avec nous. On va parler tweet. Vous allez voir dans un instant. À tout de suite.